Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Les 13 minutes d'Emmanuel Macron pour essayer de tourner la page. Que retenir de cette intervention très critiquée par les syndicats et les opposants? Les chantiers et nouvelles promesses du chef de l'État, l'hôpital notamment, et puis quelle attitude des LR face à la majorité? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder en ce quart d'heure avec vous. Alors qu'avez-vous retenu pour votre part, Philippe Juvin, de cette prise de parole d'Emmanuel Macron? Écoutez, les intentions sont les bonnes. Tout des tas de propositions qu'il a faites sont des propositions que moi-même j'ai tenues au moment de la primaire de la droite il y a 1 an, que nous avons tenues collectivement aux Républicains. Donc sur les intentions, je n'ai pas de commentaire à faire. Mais moi, je ne suis pas président, c'est-à-dire que en tant que LR, je n'ai pas les leviers. Et les Français, ils attendent désormais, même plus que des actes, ils attendent des résultats. Et quand j'entends qu'on va désengorger les urgences par décision verticale, j'attends de voir comment ça va se faire. Je suis Mais alors, vous intéressé, dites, Philippe Juvin, surpris. C'est le programme que j'avais développé il y a 1 an quand j'étais candidat. Donc c'était un président qui était candidat. C'était qui alors hier soir, Emmanuel Macron? Ça, il faut lui demander. Mais bon, ce qui est frappant, c'est que, enfin, évidemment, la circonstance, c'est quoi? C'est la loi sur les retraites. Cette loi sur les retraites. Moi, il y a 1 an, avec les Républicains, nous défendions 65 ans. Donc, je ne vais pas vous dire que 64, c'est difficile. Il faut avoir de la constance dans les idées. Il est certain que cette loi, nous ne l'aurions pas faite ainsi. D'abord, sur la méthode, on aurait discuté avec les uns et les autres, sans exclure personne. Nous aurions injecté de la capitalisation pour compléter le régime par répartition. Nous aurions pris en compte les carrières longues. Bref, nous aurions fait 1000 choses supplémentaires. Maintenant, cette loi... Donc ça ne tient pas la route, alors, cette loi? Non, si, cette loi, elle est indispensable, mais elle est imparfaite. Mais il vaut mieux cette loi que pas de loi. Je vous rappelle, pour donner un exemple, et pour que les gens comprennent, si vous prenez, je sais pas moi, quelqu'un à l'accueil d'une mairie, agent de catégorie C de la fonction publique territoriale, quelqu'un à l'accueil de la mairie, s'il n'y a pas de loi sur les retraites, partira à la retraite avec une pension inférieure au taux de pauvreté. Donc on voit bien qu'on a un besoin de loi. C'est pour ça que nous l'avons voté, malgré ses défauts. Il reste pas moins, et c'est quand même le sujet, c'est que le pays est plus que crispé, c'est un pléonasme, et il faut des éléments de souplesse. Et il faut introduire des éléments de souplesse. Ces éléments de souplesse, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre alors hier soir? Qu'est-ce que vous auriez souhaité justement? Eh bien, voyez-vous, moi dans la vie d'élu que j'ai, on me parle en fait assez peu des retraites. Mais on me dit quoi? En gros, ceux qui sont employés me disent « je ne gagne pas assez, les salaires sont trop bas ». Et les employeurs me disent « je n'arrive pas à embaucher ». Je voudrais des réponses à ces questions fondamentales. Les salaires trop faibles, comment on fait pour augmenter les salaires? Et une France qui a 5 millions de chômeurs. Et des dizaines de milliers d'entreprises, de PME, d'hôpitaux, de cliniques et de maisons de retraite qui n'arrivent pas à embaucher. Moi, dans mon service à l'hôpital, je manque de médecins, je manque de secrétaires médicaux, je manque d'infirmières, je manque de kinés, je manque d'assistantes sociales, je manque de tout. Et pourtant, il y a 5 millions de chômeurs. C'est ça les questions qu'il faut se poser. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce qu'il a dit aussi un petit peu, qu'il allait mettre en chantier, notamment sur le travail, le progrès, la nouvelle façon de voir les choses, quoi. Une des difficultés du président Macron, et d'ailleurs maintenant de toute la classe politique, c'est quand un homme ou une femme politique parle, les gens ne les croient plus. Voilà. Parce que les Français veulent des résultats. Et il n'y a pas de résultats. Donc c'est ça la grande difficulté. Oui, il a dit, lui, qu'il avait des résultats. Justement, on n'a jamais autant créé d'emplois. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il a dites qui sont vraies, mais qui sont partiellement vraies. Prenons l'exemple, par exemple, du taux de chômage. C'est vrai, le taux de chômage est plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore quelques années. C'est même un taux de chômage historiquement bas quand on revient, je crois, à une vingtaine d'années. Toutefois, quand on se compare aux pays voisins, on s'aperçoit qu'on est 24e. 24e sur 27 en Europe. Donc, oui, on a un taux de chômage qui a baissé, mais il a baissé partout et il a baissé plus ailleurs. Oui. Ce qui est assez surprenant, c'est que le chef de l'État a dit personne ne peut rester sourd à cette colère. Et lui-même dit l'avoir entendu. En revanche, il ne revient pas sur cette réforme des retraites d'une manière ou d'une autre. C'est tout le problème. Ouais. Le problème, c'est que la loi est votée. Je vous ai dit qu'en fait, il fallait la voter parce que les finances publiques sont pas en bon état et que les pensions vont baisser. Mais qu'il faut introduire des éléments de souplesse, c'est-à-dire de dialogue. Or, il n'y a pas de dialogue. Alors, c'est quoi les voies de dialogue? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les syndicats ont dit niet. Hein, oui. Enfin, je vais vous dire quand même, on est dans une situation tellement bloquée qu'il va bien falloir à un moment ou un autre que l'un
et l'autre des camps, je veux dire le gouvernement d'un côté et les syndicats de l'autre, fassent un pas l'un vers l'autre. Sinon, on va jamais y arriver dans ce pays. Il faut qu'on arrive à se reparler. C'est quasiment culturel. À l'Assemblée nationale, je suis député républicain et franchement, je suis à modérer. Je pense le principal, c'est le pays. Il faut arriver à des accords pour trouver des solutions au pays. Et quand on fait des propositions de loi, quand on a des amendements constructifs, la plupart du temps, ils sont même pas rejetés, ils sont balayés par la majorité. Donc, moi, je veux bien qu'on nous explique qu'on va travailler ensemble, qu'on va écouter tout le monde, mais il faut commencer par écouter le Parlement. C'est-à-dire une forme de mépris de la part de la majorité. Est-ce que dans le chef de l'État, vous avez encore décelé hier soir du mépris dans ces 13 minutes ou pas? Non, je pense que c'est culturel. Le président de la République continue à faire comme s'il avait une majorité absolue et qu'il n'avait en fait besoin d'aucune aide de personne. Je rappelle qu'une majorité relative, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de majorité. Ouais. Et donc, si on veut faire progresser le pays, il faut accepter d'écouter ceux qui ne pensent pas comme vous. Ouais. Dans tous les pays démocratiques, vous m'entendez? Quand il n'y a pas de majorité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément des coalitions qui se mettent en route et sur quelques projets, on se dit on va faire ça, ça et ça. Aujourd'hui, et j'en témoigne comme député, de l'opposition raisonnable. Je ne suis pas un excité, je ne suis pas un révolutionnaire, je veux que le pays avance. Eh bien, quand je fais une proposition de bon sens, parce que c'est le bon sens, eh bien, quand je fais une proposition de bon sens, elle est balayée. Mais on ne va pas y arriver. Philippe Juvin, vous avez initié et co-signé une tribune la semaine dernière dans laquelle vous appeliez à la nomination d'un Premier ministre LR à Matignon. Vous maintenez ça toujours ? Oui, pour la raison suivante. Pour faire quoi? Non, mais je veux dire, pour la raison suivante, c'est que il n'y a pas de majorité dans le pays. Alors, soit on continue pendant 4 ans sans majorité, on va faire des petites lois du type les trottinettes à Paris, vous voyez, des choses fondamentales pour le devenir du pays. Soit on se dit que ce pays est en train de tomber, et pour le remonter, il faut apporter plus que des réformes, d'ailleurs des garanties aux Français. C'est très important le mot de garantie aux Français. Et ben pour ça, il faut des députés. Il n'y a que nous, les Républicains, qui soyons capables d'apporter une masse critique de députés. Mais pour ça, il faut quoi? D'abord, je précise que je suis très minoritaire déjà dans mon parti, qui n'est pas encore d'accord. Mais il faut quoi? Il faut d'abord que la majorité le veuille. Jusqu'ici, il ne montre, à part quelques déclarations comme celle d'hier soir, aucune volonté de travailler réellement avec la majorité, avec les oppositions, réellement, je vous le dis. Et puis, les oppositions, ce n'est pas que vous. Il y a d'autres oppositions qui sont d'ailleurs largement majoritaires par rapport à vous. Oui, vous ne représentez pas grand-chose, mais par rapport à la NUP, ou par rapport au RN quand même, Philippe Juvin. Non mais pardon, attendez, vous avez raison. Non mais attendez, évidemment vous avez raison. On a pris une déculottée historique l'année dernière. Je ne vais pas vous dire le contraire. Sauf qu'il se trouve que par notre position à l'Assemblée nationale, nous sommes capables de faire des majorités. Le jour où les Républicains voudront voter une motion de censure, elle passera la motion de censure. Ce que je veux vous dire, c'est que ça, ce n'est possible que sur des projets. Sinon, ça va faire encore bidouillage politicien. Les Français ont besoin qu'on leur dise sur tel sujet, l'immigration, sur tel autre le travail, sur tel autre l'hôpital et la santé. Eh bien, nous allons, nous, Républicains, faire des propositions. Mais encore faut-il que la majorité accepte nos propositions. Ils prétendent, en clair, qu'ils veulent travailler avec tout le monde. Mais en pratique, je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas. Bon, on va voir. Tiens, vous avez évoqué les urgences, l'hôpital. On va évoquer quelques-uns des chantiers. Mais juste avant ça aussi, pas de remaniement, pas de dissolution. Vous attendiez là un signal venant du chef de l'État. Est-ce que ce serait une bonne chose d'ailleurs? Non, enfin, d'abord une dissolution, c'est pourquoi faire? Pour se donner un pays encore moins gouvernable. Donc je n'y crois pas, enfin je ne le souhaite pas. Oui, mais si on est dans une impasse changer politique... de Premier ministre, ça ne vaut que si le Premier ministre est capable de créer une majorité, et si ça ne vaut que si le Premier ministre apporte de la souplesse dans le débat. On a le pays qui est bloqué après cette réforme sur les retraites. Donc il faut trouver des voies de sortie. Les voies de sortie, je vous l'ai dit, je pense que la première, c'est de répondre à cette question. Les salariés ne gagnent pas suffisamment d'argent et les employeurs n'arrivent pas à embaucher. C'est ça la clé du problème français. Philippe Juvin, dans ces 13 minutes, est-ce que vous avez senti un chef de l'État capable justement d'apporter un second souffle? C'est ce qu'il cherche là pour son quinquennat justement, à travers ces 13 minutes quoi. La question, c'est la question de la méthode. Est-ce que la majorité est capable de changer de méthode? Est-ce qu'ils sont capables d'écouter ceux qui ne pensent pas comme eux? Est-ce qu'ils sont capables, par exemple, d'écouter les maires et de leur faire confiance? C'est bien de décréter des choses là-haut, dans un bureau à Paris, dans un ministère. La question, c'est la mise en œuvre sur le terrain. Ce sont des promesses, quoi. On nous annonce que chaque Français aura un médecin, enfin quelque chose dans ce genre. D'accord, mais enfin, et dans ce cas-là, il faut former des médecins.
Alors, on nous dit on a supprimé le numerus clausus, mais ce n'est pas vrai. On a changé son nom. Il s'appelle désormais numerus apertus. Enfin, vous voyez, on est parfois dans une posture il y a toujours donc incroyable. de la rigidité, c'est ce que mais vous dites. Mais plus que de la rigidité, parfois, ouais. Il y a une déclaration qui est à 1000 lieues de la réalité des faits. Oui, vous êtes chef des urgences de Pompidou. Emmanuel Macron a donc promis aussi de désengorger tous les services d'urgence d'ici 2024, c'est l'année prochaine. Vous qui êtes sur le terrain, c'est possible ça ? D'accord, pas de réponse. Non. Ça ne suffit pas. Vous voyez, la parole n'est pas magique. Moi, je ne crois pas à la magie. Donc vous préférez, dans ces conditions, apporter du silence. Je ne crois pas à la magie. Ouais. Je crois aux faits. Ouais. Donc c'est simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est compliqué. Mais pour désengorger les urgences, qu'est-ce qu'il faut ? Je vais vous le dire. Il faut d'abord mieux payer les professionnels de santé pour qu'ils acceptent de revenir travailler. Deuxièmement, il faut ouvrir des lits qui sont actuellement fermés dans les hôpitaux. Et parce qu'ils sont fermés, parce qu'il n'y a pas d'infirmières sur les postes, sur les lits, les urgences s'engorgent parce que nous gardons les patients chez nous. Et troisièmement, il faut travailler avec les médecins de ville. Et les médecins de ville, quand ils ont des heures et des heures par semaine à remplir de la paperasserie, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs malades. Oui. Donc, c'est une chose de déclarer que demain, il va faire beau. La question, c'est comment je fais pour que le soleil se lève ? Il y a une grande inquiétude sur la sécurité des Français. Pour 62%, la sécurité des Français est un peu en danger. Ce que dit un sondage ce matin au Doxa dans notre baromètre fiducial pour Sud Radio et le Figaro. Est-ce que vous le sentez ? Vous êtes député justement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine. On parle beaucoup, par exemple, des Jeux Olympiques, là, avec des actions qui pourraient être menées. Est-ce que vous sentez justement ce sentiment d'insécurité ? L'insécurité, mais qui est générale, quoi. Alors d'abord, évidemment, il y a 1000 problèmes. Pardon, l'école ne va pas bien. Vous voyez le classement des collèges. Vous vous rendez compte que sur les 100 meilleurs collèges de France, il y en a, je crois, 91 qui sont privés. Ça signifie que l'enseignement public est en train de dégringoler. C'est une faillite. 91, oui. Bon, oui, c'est dément. Ouais. Et sur les questions de sécurité, c'est pareil. On le voit bien. Moi, j'ai un gars j'ai été maire de la Garenne-Colombes jusqu'au mois de juin dernier. Il y a un dingo qui est venu et qui a cassé à coups de massue la porte de la mairie. Il y a une semaine, il a été chopé par les policiers. 24 heures plus tard, il était dehors. Vous voyez, le système ne peut pas fonctionner sans acte et sans résultat. Le roi d'Angleterre, l'ex-prince Charles, devait venir. Il n'est pas venu, manifestement, pour des problèmes de sécurité. OK. Et ils ont bien fait de ne pas le faire venir. Mais dans un an, on a des Jeux Olympiques. Dans 500 jours, avec des dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui vont venir. Comment va-t-on faire pour assurer leur sécurité ? Oui, la question de la sécurité, vous avez raison, est une question fondamentale. Mais là encore, il ne suffit pas de dire « je vais résoudre les problèmes de sécurité ». Il faut dire comment. Pourquoi mon gars qui a cassé la porte de la mairie de la Garenne-Colombes il y a une semaine est dehors ? Moi, je ne sais pas. Oui, donc beaucoup d'inquiétudes, plus que actes. Je veux des actes et je veux des résultats. Plus que des espoirs après le chef de l'État, vous voulez des résultats. Moi, je suis un homme de bon sens, je suis un élu de terrain. J'ai gardé une activité professionnelle, comme vous le savez, donc je vois les choses. Je vois que sur le terrain, les choses se dégradent. Et je pense que les déclarations politiques, si elles sont nécessaires, et c'est normal que le président de la République s'exprime, évidemment, il est aussi là pour ça. Tant qu'il s'exprimera et que sur le terrain on verra un abîme entre ce qu'il dit et ce que nous vivons, nous les Français, eh bien les gens ne croiront plus la parole politique. C'est ça la difficulté. Comme un homme et une femme politique désormais s'expriment, les gens ne les croient plus. Oui, bon, donc ça ne sert pas à grand chose qu'il aille sur le terrain après-demain, alors Emmanuel Macron. Si c'est pour annoncer des moyens et surtout des mesures et des résultats, je le souhaite. Il y a une des méthodes qu'ils ont abandonnées et qui est pourtant fondamentale, c'est celle sur la transparence de l'action publique. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez du numéro du Point, le journal, qui tous les ans publiait le classement des hôpitaux. C'est quand même très utile pour savoir où on est bien soigné ou là on l'est moins. Eh bien, pour des raisons incroyables, le gouvernement a interdit aux hôpitaux de fournir les données au Point et donc il n'y a plus de classement. Je pense qu'une des voies de sortie, c'est de faire la clarté sur l'efficacité de la dépense publique. Aujourd'hui, l'argent des Français est gâché. Merci Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. J'évoquais en fait à l'instant le déplacement du président de la République après-demain dans l'Hérault. On sera avec un député de l'Hérault, Patrick Vignal, dans quelques minutes. Et puis nous serons aussi avec le maire de Quissac, c'est dans le Gard, où nous organisons et nous donnons la parole aux Français sur Sud Radio. Nous organisons un grand débat, justement pour que vous nous fassiez part de ce que vous ressentez, vous, ce que vous avez sur le cœur, et puis les solutions éventuellement. C'est notre grande série en milieu rural. Nous serons à Quissac ce soir, 18h à 20h. Je vous donne rendez-vous dans un instant, donc avec le maire. Il est 8h30 sur Sud Radio.